Monsieur le Président de la Fédération protestante de France, cher Monsieur le pasteur Krieger, Madame la Présidente de la Société de l'Histoire du Protestantisme français, chère Isabelle Sabatier, Madame la Présidente de l'Oratoire, chère Aurore Saglio-Thébault, Monsieur le Recteur de la Cathédrale de Paris, que j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui, cher Olivier Ribado-Dumas, Monsieur le Grand Rabbin, cher Raïm Corsia, Monsieur le Président du Consistoire central israélite de France, cher Eli Korshia, Monsieur l'imam représentant le recteur de la Grande Mosquée de Paris, cher Khaled Larbi, cher Jonathan Arfi, qui vient aussi de prendre ses fonctions à la tête du CRIF, Monsieur le maire de Paris-Centre, mon très cher Ariel, mes très chers élus adjointes, Karen Tayeb et Laurence Patrice, qui avaient œuvré et sur le patrimoine et sur la mémoire. Et puis merci aussi à Hélène Bidard d'être ici présente, puisqu'elle anime un autre lieu, un autre, non pas symbole, mais une mission, ce fameux quartier général, quartier jeune, que nous avons juste ici à proximité. Je suis bien sûr, mesdames et messieurs, chers amis, très honorée d'être avec vous ce matin pour inaugurer ce jardin dédié à la mémoire du massacre de la Saint-Barthélemy. Je suis d'autant plus heureuse que cet événement a été pensé entre la ville de Paris et la Fédération protestante de France dans une démarche de fraternité dont nous avons tellement besoin en cette période. Votre présence à toutes et tous l'atteste. Et je dois dire que j'ai été extrêmement touchée, comme chacune et chacun d'entre nous sans doute, et émue par ce magnifique échange entre le président de la Conférence des évêques, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, et le président de la Fédération protestante, cher pasteur Christian Krieger. Ce respect mutuel, cet attachement profond pour ce travail et ce dialogue interreligieux sont sans doute des très très belles preuves d'un pays en paix avec son passé, réconcilié et tourné bien sûr vers l'avenir. Et je veux, en tant que maire de Paris, aussi vous remercier très précisément parce que j'ai cette chance inouïe, nous avons cette chance inouïe ici à Paris et en France, d'avoir des responsables, des autorités religieuses qui s'inscrivent dans ce dialogue depuis longtemps et qui n'ont jamais fait défaut. Dans toutes les épreuves et les épreuves récentes que nous avons connues dans notre ville et dans notre pays, vous avez toujours été là ensemble. Et je peux vous dire, pour la maire de Paris que je suis, ça a toujours été un réconfort. Vous avoir là, présent ensemble, pour porter un message de paix et ne pas attiser les haines lorsque nous avons fait face ensemble aux attentats de 2015. Être là ensemble lorsque vous avez porté un message d'accueil partout, partout. Chacune des autorités religieuses ici présentes l'a fait. Un message d'accueil lorsque les réfugiés venant de la guerre en Syrie et fuyant Daesh sont venus en nombre en Europe et ici à Paris. Sans vos messages de paix et d'accueil, nous n'aurions pas tenu. Même si c'était ma volonté politique de le faire, nous avions beaucoup de forces qui s'opposaient à cet accueil en humanité et en fraternité. Et vous êtes aussi présents lorsque nous avons eu à quelques pas d'ici l'incendie et le drame de Notre-Dame. Vous étiez là, nous étions là, et chacun portait ses prières et ses messages, prières religieuses et messages laïques, pour dire que nous étions tous touchés et bouleversés par cet événement tragique. Et vous êtes encore là lorsqu'il s'est agi de dire que nous devions accueillir nos amis ukrainiens qui fuyaient la guerre portée par quelqu'un qui voulait les soumettre, par Vladimir Poutine, et que nous étions aux côtés de nos frères et sœurs ukrainiens. Merci, parce que si l'un d'entre vous ou d'entre nous manquait à l'appel, ce n'aurait pas été la même histoire à écrire et à vivre dans ce présent. 450 ans après les faits, cette commémoration n'a donc jamais été aussi nécessaire, parce que
Ces jours terribles du 24 août 1572 et suivants, vous l'avez dit avant moi, en plein cœur de Paris, ce furent près de 3000 Parisiens, femmes, hommes, enfants, qui ont été torturés, mutilés, assassinés par des milices de Parisiens catholiques fanatisés parce que ces victimes étaient protestantes. Et ce jour ne doit jamais être oublié. Ce jour qui, avec horreur parmi les jours, se compte, qui se marque de rouge et rougit de sa honte, selon les mots d'Agrippa d'Aubigné. Et aujourd'hui, nous donnons à ce jardin un rôle symbolique et politique, parce que c'est important la politique. Ça n'est pas quelque chose de sale. La politique, c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un show pour de tristes clowns qui viennent raconter je ne sais trop quoi, et souvent vouloir réécrire l'histoire, manipuler les foules. Non, la politique, c'est quelque chose de fort, de digne, qui fait avec l'histoire, qui s'inscrit dans le présent et qui pense toujours à l'avenir. Et donc oui, c'est un rôle symbolique et politique, celui de transmettre la mémoire d'une tragédie et de rappeler à chacune et chacun d'entre nous le risque permanent de la violence et de la violence politique. D'abord, comme vous l'avez souligné, nous venons réparer une injustice vis-à-vis des protestants, cette mémoire qui n'a pas été tant que ça convoquée, là où beaucoup de commémorations sont notre quotidien. Nous comblons un manque en donnant aux victimes protestantes toute leur place au cœur de la cité, cette place qui leur revient. Nous la leur devons. Mais désormais, chacun, de Paris, de France d'ailleurs, trouvera ici, dans notre capitale, dans sa capitale, au sein du quartier du Louvre, une marque, un témoignage de cet épisode tragique de notre histoire. Vous l'avez dit, la plaque sur le pont Neuf que nous avons dévoilée en 2016 avec le pasteur Claveroli, que je veux saluer d'ici avec beaucoup d'amitié, cette plaque constituait une première étape. Et elle se situait symboliquement au bord de la Seine qui a charrié tant de corps de victimes. Mais bien sûr, il fallait aller beaucoup plus loin. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Avec ce jardin mémorial, nous inscrivons ce souvenir douloureux, mais indispensable de ce massacre au cœur de Paris, de ce Paris de l'époque, face au lieu du pouvoir royal, le palais du Louvre, et à proximité des rues et des quais du massacre. Ensuite, nous venons rétablir une mémoire. Et cette commémoration permet de marquer dans les rues de Paris une mémoire partagée avec l'ensemble des Parisiens, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La mémoire de la Saint-Barthélemy n'est pas l'affaire des seuls protestants ou de ceux qui se reconnaissent des Huguenots, mais de la communauté parisienne, de la communauté nationale et humaine dans son ensemble. Commémorer, c'est faire mémoire ensemble. C'est aussi assurer une continuité dans la transmission de notre histoire. Et c'est seulement par cette transmission si chère au cœur de toutes celles et ceux qui sont ici aujourd'hui, représentant les cultes ou des autorités laïques, cette transmission est essentielle. Et c'est avec cette transmission que nous pouvons tirer des enseignements des pires actes commis, de la violence, des massacres, des traumatismes, et ainsi faire avancer pour repenser les bases d'une société pacifiée. Et en parlant de ces massacres, de ces traumatismes, j'ai l'impression qu'au quotidien, ce sont des mots que nous utilisons pour décrire ce qui se passe ici ou à proximité d'ici. Et comme le souligne Patrick Boucheron, un historien qui nous inspire, qui m'inspire beaucoup, nous devons faire l'effort d'assumer une mémoire plus complète, même si cela veut dire une mémoire plus inquiète et moins assurée de ses certitudes, car alors seulement elle sera plus juste pour les victimes de l'histoire. Et dans cette mémoire parisienne, la place de la communauté protestante et de la Saint-Barthélemy prend aujourd'hui une autre dimension. Qui plus est, nous venons aussi rétablir une vérité. Cette inauguration, je le redis, a une visée politique très forte. Je l'assume et je la revendique. Nous vivons une époque inquiétante, incertaine,
dans laquelle les appels au repli communautaire et au discours haineux se propagent comme un poison mortel dans notre société. Souvent on regarde cette propagation en se disant comment l'arrêter, comment peut-on bloquer cela, et souvent on regarde avec un sentiment d'impuissance. Et je ne peux m'empêcher de penser avec colère aux mots d'un ancien candidat à la présidentielle qui a osé proclamer quasiment sans être contredit que la responsabilité du massacre de la Saint-Barthélemy s'expliquait par un fondamentalisme protestant qui aurait exaspéré le bon peuple catholique. Ayant passé moi-même l'épreuve du feu de cette élection présidentielle, je me sens très à l'aise pour en parler et pour dire qu'il y a eu beaucoup de manquements dans la façon dont le débat public, si on peut parler de débat, a été conduit, orchestré et nous a fait reculer. Nous a fait reculer toutes et tous, et donc c'est pour poser aussi ce constat de nous ne pouvons pas continuer à reculer, parce que si nous continuons à reculer, d'abord d'autres massacres, d'autres crimes seront commis. Nous ne pouvons pas, les démocrates, utilisons ce terme, et les humanistes, croyants ou non croyants, considérer que nous n'avons rien à faire pour arrêter cela. Nous avons tous une responsabilité pour parler, pour agir, pour porter un autre message et pour dire qu'il n'y a pas de fatalité, à laisser ces paroles-là se déployer en toute impunité, dans l'espace public. Et non, il ne s'agit pas de liberté d'expression. Ou alors, si liberté d'expression il y a, notre liberté d'expression est aussi un devoir d'expression. Et nous devons l'exercer partout où nous pouvons et où nous devons l'exercer, parce que c'est aussi avec ces petites faiblesses, avec tous ces petits renoncements du quotidien, avec parfois ce manque de courage, parce que c'est vrai que c'est violent, c'est très très violent, mais on n'en meurt pas. On pourra en mourir demain si on ne porte pas aujourd'hui le combat avec les mots et avec les instruments que sont les instruments de la démocratie. Mais pour ça, il faut aussi la défendre. Et savoir que quand on est un responsable politique, quand on est un citoyen, quand on est un journaliste, on a quelque chose à voir aussi avec la protection, la défense et la survie de la démocratie. Et je sais combien ces mots ont blessé. Je sais combien ils ont scandalisé beaucoup d'entre vous, et je voulais donc en parler ici aujourd'hui. Nous sommes une fois de plus face à une monstrueuse entreprise de falsification de l'histoire, et c'est le terme, falsification. Ce n'est pas une question d'interprétation, c'est bien au contraire une entreprise délibérée de mensonges qui renverse les responsabilités et qui sème la haine. C'est tellement facile de semer la haine. C'est beaucoup plus difficile d'être en démocratie et en fraternité. Ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande l'altérité que de semer la haine et de se réfugier derrière cette haine. Et comme à chaque fois, dépeignant toute minorité comme dangereuse, les falsificateurs imposent un autre régime de vérité contre le consensus scientifique des historiens, parce qu'il y a un consensus scientifique des historiens. Et ceux qui falsifient justifient les bourreaux et accusent les victimes. Et il y a quelque chose de particulièrement troublant de voir que cette falsification concerne toujours les pages les plus sombres de notre histoire. La Saint-Barthélemy, la rafle du Veldiv, convoquer Pétain comme quelqu'un qui aurait aussi protégé les Juifs. Et tout cela, pareil, en toute impunité, pendant un moment démocratique qui a été l'élection présidentielle. Les mêmes, d'ailleurs, qui ont aussi essayé de falsifier la guerre d'Espagne et les enseignements de la guerre d'Espagne. Voilà le triste rappel auquel nous faisons face. Les tragédies, même éloignées dans l'espace et le temps, se répondent les unes les autres. Il existe des échos sinistres entre tous ceux qui tombent, pour reprendre le titre magnifique de cet ouvrage magnifique de l'historien Jérémie Foix. Enfin, nous venons aussi rétablir les principes humanistes. La Saint-Barthélemy représente une rupture dans notre histoire, un déchaînement de violence inouïe contre une minorité religieuse.
Et cet épisode, qui fait partie intégrante de l'histoire de Paris, de notre histoire, est aujourd'hui devenu le symbole de la violence politique et du fanatisme religieux. La Saint-Barthélemy est un massacre de voisinage perpétré par des voisins sur leurs voisins. Et ce massacre a d'abord été rendu possible par une décision politique du roi de France, celle de supprimer les chefs huguenots présents à Paris. En cela, ce déchaînement de la violence fut un crime d'État, et il faut le dire. Ce massacre a également été rendu possible par des décennies de discrimination, de persécution et de mise au ban de la minorité protestante par la majorité et le pouvoir. Jérémie Foa explique brillamment qu'en août 1572, les victimes étaient pour ainsi dire habituées, voire même anesthésiées par le harcèlement policier, administratif et judiciaire qu'elles subissaient depuis des années. Et les assassins, dont certains étaient les acteurs de ce harcèlement, savaient exactement où, comment et qui frapper. Ça nous rappelle d'autres aspects de notre histoire et d'autres événements. Pour citer à nouveau Jérémie Foa, les bourreaux frappent aux portes et les victimes leur ouvrent. Les huguenots comprirent trop tard qu'il y avait quelque chose d'inouï, de radicalement inédit dans la Saint-Barthélemy. Cela nous rappelle donc ces autres épisodes tragiques de notre histoire. Cela explique sans doute aussi pourquoi les protestants de France ont toujours été viscéralement du côté de la défense des minorités et des plus faibles, hier comme aujourd'hui. La République française doit beaucoup aux protestants de France, tout comme notre modèle social et humanitaire. Et je pense bien sûr à la CIMAD que je veux saluer et cet engagement viscéral des protestants pour les réfugiés. C'est finalement aussi cet engagement, cette exigence chevillée au corps de l'accueil des réfugiés, de la protection des plus vulnérables. C'est aussi à cette exigence que nous rendons hommage aujourd'hui. Et c'est sur cet appel que j'aimerais terminer. Nous, responsables politiques et cultuels, personnalités publiques, ne devons jamais baisser la garde. Nous devons prendre au sérieux le risque de déchaînement, de la violence qui rôde toujours, tout le temps, partout. Nous ne pouvons laisser justifier, même 450 ans plus tard, le massacre de 10 000 protestants en France. Nous ne pouvons jamais accepter que la violence soit présentée comme un moyen, comme un autre, de régler nos différends. Nous sommes dotés de la parole, nous sommes dotés de la capacité à dialoguer. Nous avons des historiens pour écrire l'histoire et des juges pour juger. L'enjeu pour la ville de Paris, pour les responsables politiques, pour nous tous aujourd'hui, est d'assurer la possibilité d'une mémoire commune, d'une mémoire apaisée, pour tirer les enseignements de cette violence qui est toujours possible. Alors, mesdames et messieurs, ce jardin doit devenir le symbole de cet appel à la vigilance. Il dit notre volonté de vivre nos différences dans le respect, la paix, la considération. C'est à la fois une réponse au fanatisme religieux et à la violence politique, autant qu'un signe d'espérance et de concorde. Et j'aimerais moi aussi terminer sur ces mots de l'immense philosophe protestant Paul Ricoeur. Il nous rappelle que le devoir de mémoire est le devoir de rendre justice par le souvenir à un autre que soi. Rendre mémoire, c'est donc se considérer l'un l'autre. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons apprendre à vivre ensemble nos différences, dans la considération et dans la paix. Je vous remercie.